Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Comment parler de la franc-maçonnerie sans verser dans les marronniers des quotidiens nationaux? Société secrète, influente, affairiste ou communauté de réflexion visant à affirmer les valeurs de la République? Au-delà de cette question, c'est davantage la faible résonance et visibilité des travaux maçonniques dans l'espace public qui nous intéresse. La venue du grand maître du Grand Orient de France à Bergerac et sa rencontre permet d'esquisser un début de réponse. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici au Perroquet, puisqu'une conférence de presse va bientôt avoir lieu. On attend Daniel Keller, qui a été élu grand maître du Grand Orient de France en août 2013. Donc ça fait 4 mois qu'il tient cette fonction. Et vous-même, vous êtes conseiller de l'ordre au Grand Orient de France. Donc déjà, peut-être présenter ce qu'est un conseiller de l'ordre. Le conseiller de l'ordre, c'est un petit peu un des membres de l'exécutif du Grand Orient de France. Voilà. Donc nous sommes les accompagnants du président du conseil de l'ordre. Bien. La soirée qui est organisée, elle est organisée à l'initiative du Grand Orient de France. Est-ce qu'elle est organisée à l'initiative d'un atelier particulier? Oui, disons que tous les ans, à l'occasion du début du mois de décembre, pour les fêtes de la laïcité, chaque ville de Dordogne dans laquelle il y a des loges maçonniques organise une journée de la laïcité. L'année dernière, c'était à Sarlat. Il y a 2 ans, c'était à Périgueux. Et cette année, c'est à Bergerac. Donc, ce sont les loges de Bergerac qui ont pris en charge l'organisation de cette soirée. Bien, lundi, c'était le 9 décembre, donc date d'anniversaire. Nous étions à Saint-Pierre-d'Hérault pour l'inauguration d'un jardin de la laïcité avec le maire Albert Ramex. Et le sénateur présent a donné une définition a essayé de donner une définition de la laïcité, de l'importance des valeurs qui se rattachaient à la laïcité. Il n'est pas toujours évident de définir ce mot laïcité. Est-ce que vous pourriez en donner une définition? Je pense que c'est l'un des objectifs que s'est fixé le grand maître ce soir, c'est-à-dire en essayant de voir de quelle manière la laïcité est une notion qui a du sens au XXIe siècle, puisque l'idée, c'est quand même celle-là. Cela dit, si on veut rester beaucoup plus simple, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui pour comprendre que le mot laïcité a beaucoup de sens encore et est très actuel. D'accord, donc en République centrafricaine, mais en France, on entend dire par certains mouvements que la laïcité est en danger. Quels seraient les dangers qui menaceraient ce principe républicain ? Dès lors qu'il y a atteinte à la liberté d'expression, la laïcité est en danger, c'est évident. Oui. On pense également à la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que cette laïcité, qui est parfois récupérée par l'extrême droite pour des raisons qui sont sans doute pas celles que partage le Grand Orient de France, est-ce que vous pensez que ce mélange des genres peut brouiller le message laïque? Je pense qu'a priori, à propos de l'extrême droite, une laïcité qui exclut une partie de la population, pour moi, n'est pas une conception de la laïcité à laquelle je souscris. Bien, on va en revenir à la maçonnerie bergeracoise. Vous l'estimez à combien de participants, de membres? Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup d'obédiences qui sont présentes sur Bergerac. Donc il faudrait additionner toutes les obédiences. Et si on additionne toutes les obédiences, je ne sais pas, on doit arriver aux alentours de 200 personnes à peu près, je pense. D'accord. 250. D'accord. Donc 200-250 bergeracois ou du territoire bergeracois qui sont engagés dans ce mouvement associatif. Quels sont les moments où on peut découvrir ce qui se passe en loge? Parce qu'il y a 250 personnes qui participent aux travaux maçonniques. Et pourtant, on entend peu, il y a peu de résonance en fait de ces travaux dans la cité. Est-ce que c'est lié au fait que la maçonnerie est secrète? Comment vous expliquez ce fait qu'il y ait peu de résonance? C'est très simple. Je veux dire, il y a eu cette année une journée du patrimoine au cours de laquelle tout le monde a pu venir voir comment se vivait cette maçonnerie. D'ailleurs, je crois que le grand maître vient d'arriver. Vous allez pouvoir lui poser cette question plus en détail. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la laïcité dans le cadre de cette soirée que vous allez mener à Bergerac? Pour vous, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est un principe d'organisation de la République, c'en est même un des piliers.
Donc je serai amené à rappeler un peu ce qui fait la caractéristique de la société française autour de ce principe d'organisation, parce que c'est une valeur clé de la République. Alors, ça permettra peut-être de lever certaines ambiguïtés et en tout cas certains faux débats qui ont un peu pollué les esprits depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000 en fait, où l'on a parlé de façon à mon avis indue et trompeuse de laïcité ouverte, de laïcité plurielle, de laïcité stricte. Je crois que ça participe d'un contresens qui, bon, bien évidemment, n'est pas non plus un contresens innocent, parce que tous ces qualificatifs avaient pour vocation de grimer un peu la laïcité en fonction d'intentions politiques, en fonction peut-être d'analyse un peu rapide du contexte sociologique de la France d'aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de parler de tout ça de manière pédagogique pour faire comprendre que la laïcité n'est pas un repoussoir, mais qu'au contraire c'est une magnifique espérance. Pourquoi a-t-on besoin de parler de la laïcité en ce moment ? On a besoin de parler de la laïcité parce que je crois qu'au départ, il y a de façon peut-être sous-jacente dans un premier temps, mais assez manifeste aujourd'hui, une volonté de remettre en cause cet acquis de la République. Voilà. Alors pas de manière frontale, mais je pense qu'on est effectivement confronté à un risque de remise en cause de ces règles d'organisation de notre société. Et bon, la crise des valeurs de la République à laquelle on assiste aujourd'hui en est pour moi le vrai témoignage. Donc il est nécessaire que les francs-maçons, mais pas seulement, tous les républicains de gauche comme de droite qui partagent les valeurs se mobilisent pour éviter que de détricotage en détricotage, la France ne revienne sur ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire une organisation de la société au service de tous, qui permette le libre développement de la liberté de conscience de chacun, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Je crois que ceci mérite effectivement une vraie mobilisation citoyenne dans les mois et les années à venir. On a un rôle, les francs-maçons ont pour mission de ramener des idées dans le débat public, à un moment où on manque cruellement d'idées. Donc on doit être les pourvoyeurs d'idées que nous avons toujours été et que l'on doit aussi redevenir. Et puis il faut également comment dire, qu'on soit en mesure de rappeler à ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, en l'occurrence aux gouvernants du moment, de faire preuve de la volonté, de la fermeté nécessaire pour que les règles laïques soient effectivement appliquées, respectées. J'ai l'habitude de dire que la laïcité, elle ne doit être ni haineuse ni honteuse. Ni haineuse parce qu'elle n'a vocation à exclure personne, puisqu'au contraire elle a vocation à rassembler tout le monde, et ni honteuse parce qu'on n'a pas non plus à se laisser accuser d'être liberticide, puisque l'organisation laïque de la société, c'est le ciment même de la liberté. Oui, je crois pas que les intégrismes soient la principale menace. Je dirais qu'on vit un peu une situation inversée, c'est-à-dire que aujourd'hui, en France, mais pas seulement, il y a une sorte de désillusion latente vis-à-vis de la laïcité, et dans le même temps, au Soudan, à Khartoum, il y a une jeune femme de 35 ans qui préfère être flagellée
plutôt que de porter le voile qu'on lui impose de porter pour entrer dans un bâtiment public. Et je fais un parallèle avec la question de l'Europe, c'est-à-dire que là aussi nous vivons une sorte de désillusion vis-à-vis de l'Europe, et dans le même temps, à Kiev, en Ukraine, il y a des gens qui tous les jours manifestent en disant nous on a envie de rejoindre l'Europe, et ils le font, peut-être pas encore au péril de leur vie, mais enfin ça ne doit pas être simple. Donc on doit prendre conscience du paradoxe de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes porteurs de valeurs, nous sommes porteurs d'idéaux, que en interne, dans notre propre pays, finalement, on démonétise, alors que dans de nombreux endroits ailleurs dans le monde, ces valeurs sont encore des objets de lutte et de conquête pour beaucoup de citoyens et de citoyennes. Je crois que nous avons, nous, en tant que francs-maçons, rappelé que la politique, c'est un art du courage. Et que ce n'est pas en faisant des concessions, aussi minimes soient-elles, qu'on construit l'avenir. Et d'ailleurs, l'histoire a montré que de concession en concession, en règle générale, on ne va pas sur le chemin du progrès. Je vais être très sincère, on n'a aucun moyen. On n'a aucun moyen, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut se résigner et ne rien faire. Est-ce que Nelson Mandela avait les moyens quand il était en prison? Magnifique image. Hein. Le monde se recueille sur la mémoire d'un homme qui est finalement l'exemple même de ce que peut être le triomphe de la volonté, de la persévérance, du courage. Et je ne pense pas que beaucoup auraient parié sur lui quand, avocat, il est entré en prison. Donc ne nous focalisons pas sur les moyens dont nous disposons. La franc-maçonnerie n'est pas un parti politique, la franc-maçonnerie n'est pas un syndicat, est une société de pensée qui a des idées, et je pense que les 52 000 membres qui composent le Grand Orient de France ont la capacité de promouvoir les idées neuves dont nous avons besoin pour le monde de demain. Voilà. Il est clair que, vu de l'extérieur, la maçonnerie, c'est un ensemble, et lorsque telle ou telle branche de cette maçonnerie française est victime de turbulences, ce sont tous les francs-maçons qui, encore une fois, en sont les victimes collatérales. Donc c'est un vrai sujet. Je ne pense pas, les premiers contacts que j'ai pu avoir avec les homologues des autres obédiences, je ne pense pas que le rassemblement et l'union soient un objectif inaccessible. Il faut un peu d'intelligence, un peu de bonne volonté, un peu d'esprit maçonnique, et on devrait y arriver. Mais je ne pense pas que la laïcité ait pour objectif de désigner des boucs émissaires. Donc, et je pense qu'au contraire, c'est la seule façon de rassembler une société constituée de groupes beaucoup plus divers aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, par raison des différences culturelles, religieuses, ethniques, etc. Donc, au contraire, plus la société est hétérogène, plus on a besoin de laïcité. Ça me paraît le bon sens. Sur la question du port du voile, il y a des lois, il suffit de les appliquer. Et je crois qu'elles sont, ce sont des lois, ce qui concerne le port du voile dans l'espace public, auquel vous faites référence. Cette loi, elle a deux versants, c'est-à-dire qu'elle a à la fois la volonté de préserver l'ordre public, mais elle a aussi, de façon sous-jacente, la volonté de rappeler que voilà, on doit s'inquiéter toutes les fois que le port du voile est la manifestation d'une violence faite aux femmes, même si c'est une violence symbolique, même si c'est une violence, encore une fois, oui, je dis symbolique, parce que il ne s'agit pas de désigner telle ou telle personne comme un bouc émissaire, il ne s'agit pas, encore une fois, de désigner une religion plutôt qu'une autre, mais en même temps, je crois que cette loi a le mérite
de rappeler quelles sont les valeurs qui sous-tendent la conception de la vie sociale de la République française. La loi de 2004, elle rappelle une règle qui nous paraît importante, qui est celle selon laquelle il doit y avoir des espaces de neutralité confessionnelle. Et l'école en est un. Les insignes maçonniques, il n'y a pas d'insignes maçonniques à l'école, je veux dire, les enfants, il n'y a pas d'enfants francs-maçons. Quand on entre en maçonnerie, en général, il faut d'abord être majeur. Donc vous n'avez pas trouvé un enfant de 10 ans qui porte des insignes maçonniques à l'école. Les cours de géométrie. Bon. En revanche, vous avez des enfants de 10 ans qui vont au catéchisme, vous avez des enfants de 10 ans qui suivent un parcours religieux, confessionnel, dans d'autres religions que le catholicisme. Mais en maçonnerie, jusqu'à maintenant, que je sache, il faut déjà être majeur. Donc, je vois tellement le rapport. Après la loi de 1905, encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est la façon que l'on a de l'égratigner en permanence. Parce que c'est une loi qui est passée à la postérité pour ses 2 premiers articles. Peu de personnes ont lu la loi de 1905 dans sa globalité, mais ce sont ces 2 premiers articles qui sont quand même des articles fondamentaux. Donc il n'y a pas à revenir sur ces articles-là, mais il y a au contraire à les consolider par rapport à des situations concrètes qui sont toujours différentes. Par exemple, la question du financement des lieux de culte. En 1905 dit que voilà, l'État ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Il faut se poser la question de savoir s'il est légitime en France que les collectivités publiques, les collectivités locales financent des lieux de culte, qu'il s'agisse du financement de la construction de ces lieux de culte, même s'il y a des dispositifs législatifs qui sont intervenus entre-temps qui les autorisent, ou qu'il s'agisse du financement d'activités culturelles opportunément rebaptisées activités culturelles. Donc c'est là la vraie question. Donc, je crois que la loi de 1905 elle doit être en permanence remise en situation et défendue au regard de ces situations nouvelles qui n'existaient pas forcément en 1905 quand elle a été pensée. Alors, même si effectivement la solution imaginable à cela, c'était le service public unifié de 1984. On a vu en même temps, à ce moment-là, que 2 France étaient sur le point de se poser. Ça a fait l'objet de très grandes manifestations. Donc, c'est un sujet qui n'a pas été remis sur la table depuis 30 ans. On a parfois l'impression qu'il y a un communautarisme inversé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la franc-maçonnerie c'est aussi une forme de communautarisme. Je vais m'expliquer tout de suite. Par le fait que vous êtes 52 000 membres, tout à l'heure on a su qu'à Bergerac il y a à peu près, que je ne dise pas de bêtises, 200 membres. Et pourtant, on vous voit peu dans l'espace public. Donc en fait ça ne fait que renforcer cette idée d'entre-soi, de société, on va dire communautaire, excusez-moi, voire communautariste, que pourtant vous combattez. Alors, il y a un point sur lequel je vous rejoindrai, on doit travailler à mieux diffuser nos travaux et nos idées, et je pense qu'on a un gros travail en interne à faire pour être plus efficace. Le Grand Orient de France n'est pas une association sans défaut, sinon ça se saurait. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire entre nous pour permettre justement aux contributions qui viennent des loges d'être mieux connues et d'alimenter ce débat d'idées dont nous voulons être porteurs. Donc ça, c'est un travail que nous avons à faire parce que ça n'est pas, si tel n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est pas par une volonté de secret. C'est un syndrome d'inefficacité, à mon sens. Hein. Je prends souvent cette image, c'est 1200 loges, c'est complexe à gérer, hein, 1200 loges, vous imaginez, 1200 associations, mais c'est un peu le syndrome de l'équipe de France de football. C'est-à-dire c'est 1200 brillantes individualités, et après, il faut réussir à en faire une équipe homogène. Et donc, c'est là la difficulté. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on a à faire. Après, société secrète, vous dites, on n'a rien de secret. L'Orient de France organise des conférences publiques, ce soir à Bergerac,
J'étais à l'école de commerce de Pau vendredi, j'étais à Lille jeudi soir. Lors des journées du patrimoine, vous pouvez visiter les temples maçonniques. Si vous voulez tout savoir sur la franc-maçonnerie, vous venez au 14 de la rue Cadet, il y a une librairie, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur la maçonnerie, vous en saurez autant que tous les francs-maçons de la terre entière. Donc tout est à disposition. Il n'y a qu'une seule chose. Sauf les milliers de planches qui existent. Il y a cela, c'est quand même dommage parce que c'est quand même l'essence. Il y a ce travail, mais j'ai répondu. Après, il y a une chose que vous ne pourrez pas effectivement découvrir ou connaître, c'est le vécu que l'on a dans une loge. Mais ça, c'est pas une question de secret. Et je prends souvent cette comparaison, excusez-moi, mais c'est comme une belle histoire d'amour. Ça se raconte pas, ça se vit. La maçonnerie, c'est la même chose. C'est une vraie histoire d'amour. Ça se vit, ça se raconte pas. Je ne peux pas vous raconter ce que je vis dans ma loge depuis 17 ans. Et comment ça s'est passé, le processus initiatique, voilà. Et ça, c'est le symptôme d'une société initiatique. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est de l'intérieur, il faut franchir le pas. Voilà. Et ça n'est pas une volonté de dissimulation de secret, c'est le principe d'une société initiatique avec ses rites de passage. Voilà. On doit publier, on doit publier et on doit mieux publier nos travaux, on doit les faire connaître, on doit aussi, certainement de façon plus volontariste que ça n'a été le cas, être présent dans la société médiatique, non pas au quotidien pour réagir à tel ou tel événement, parce que ça n'est pas notre rôle, mais chaque fois que c'est possible, pour défendre des idées, pour participer au débat d'idées, c'est ce que j'appelle être un franc-maçon dans la cité, donc on doit l'être. Bon. Cela ne doit pas non plus conduire à sous-estimer le rôle que chaque franc-maçon accomplit à la place qui est la sienne tous les jours dans sa vie à lui. C'est aussi très important. La franc-maçonnerie, c'est ça, c'est d'abord 52 000 frères et sœurs qui, chacun à sa place, essayent de développer, de porter des valeurs et des idéaux maçonniques. Bon. Après, vous disiez communauté, on n'est pas... oui, on est une communauté, mais au sens originel du mot, au sens sociologique du terme, mais on n'est pas un groupe communautaire, parce que c'est d'abord une société ouverte. Vous pouvez... on dit que c'est difficile d'y entrer parce que c'est un mécanisme de cooptation, mais c'est très facile d'en partir. Vous pouvez en partir quand vous voulez. Personne ne vous retient. Donc, ça n'est pas une société communautaire, même du contraire d'une société communautaire. Le bilan qu'on tire, c'est qu'aujourd'hui, nous progressons d'un millier de membres chaque année, ce qui est beaucoup, hein, en solde net. Entre les plus et les moins, ça fait plus 1000. Et 600 à 700 nouveaux entrants sont des femmes. Donc, je crois que le Grand Orient de France s'enrichit de cette arrivée des femmes dans l'obédience. Après, chaque loge est souveraine. Il y a des loges qui sont très heureuses d'initier des femmes, il y en a d'autres qui préfèrent continuer à ne travailler qu'entre hommes. C'est leur choix. Vous savez, la règle du Grand Orient de France, c'est que chaque loge est souveraine. C'est une organisation dans ses racines un peu libertaire. Donc chacun est maître chez soi. Voilà, je pense qu'on a dépassé le temps du débat, qui a été parfois un peu houleux, mais bon, ça fait partie de l'histoire de l'obédience. Et maintenant, je crois que c'est une évolution qui est devenue tout à fait naturelle. Je me permets d'ajouter une chose pour la Dordogne. La moitié des loges quasiment ont basculé dans la mixité, ce qui est un ton largement en avance par rapport à la moyenne nationale. C'est dire si la Dordogne est progressive. Vive la Dordogne! Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans 15 ans, il y aura peut-être un grand maître qui sera une femme. Non, je dis dans 15 ans parce que moi j'ai la chance de devenir un grand maître après 17 ans de franc-maçonnerie. Donc voilà, il y a quand même un temps d'incubation, quoi. Alors, c'est un mandat annuel, puisque le conseil de l'ordre, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'association de Gouin 1901 qui est le Grand Orient de France, ce conseil réunit son grand maître chaque année. Mais il est vrai que j'ai la chance, dans un mandat de 3 ans de conseiller de l'ordre, d'avoir été élu dès ma première année grand maître. Donc, j'ai l'opportunité de pouvoir rester 3 ans en place. On verra. Voilà. Question vulgaire, aussi rémunérée? Oui. La fonction c'est une fonction entièrement bénévole. Aucune rémunération. Merci à vous.
Non.